Et on va comme tous les jours à cette heure commenter l'actualité avec aujourd'hui Patrick Le Yarrick de l'Humanité. Bonjour. Bonjour. Et pour l'instant le siège est vide, mais il va se remplir. Jean-Jérôme Bertolus de l'Opinion qui va nous rejoindre dans quelques instants. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, dans le vif du débat budgétaire. Cette nuit, l'Assemblée a donné son feu vert à une flat taxe, comme on dit en très mauvais français, de 30% sur les revenus du capital. La suppression d'une partie de l'ISF est actuellement en discussion. On va retrouver au Palais Bourbon Bastien Auger. Bastien, Bruno Le Maire a eu cette phrase cette nuit. Il dit tabler sur, je cite, le bon sens des Français pour que cette épargne soit dirigée vers les entreprises. Ça résume tout. C'est un pari en fait qu'effectue le gouvernement. Oui, le gouvernement et la majorité reconnaissent qu'il n'y a pas finalement de garantie, de preuve formelle que ce qui est perdu en termes de rentrée fiscale sera bel et bien réinvesti dans l'économie. Mais il s'agit de faire un pari politique, il s'agit de faire confiance aux acteurs de l'économie. Et pour rassurer ceux qui ont des inquiétudes sur ces garanties, eh bien, les députés de la majorité, les députés En Marche, ont déposé des amendements afin qu'il y ait une évaluation dans les années à venir, notamment de la suppression de l'impôt sur la fortune. Du côté du gouvernement, donc, on dit pari, on dit confiance, et du côté des rangs de la gauche, on répond cadeau aux plus riches, cadeau aux plus fortunés, pour des résultats qui finalement ne sont pas garantis. Cette question de l'efficacité de cette politique fiscale, c'est tout le cœur du débat qui se tient en ce moment même dans l'hémicycle et qui devrait aboutir dans les heures qui viennent à la suppression de l'impôt sur la fortune. Merci Bastien et à Émilien Lacroix qui vous accompagne, et Jean-Jérôme Bertolus nous a rejoint sur le plateau. Bonjour. Alors quand on parie, on va déjà commencer par l'aspect purement économique avant de parler de justice sociale. En fait, il y a deux solutions. On perd ou on gagne. Vous penchez vers quoi économiquement? Est-ce que ceux qui vont être épargnés par cet ISF, par cette taxe flat, vont tourner leur économie vers les entreprises françaises? D'abord, moi je ne crois pas qu'on puisse gouverner sur la base de paris. C'est trop sérieux. La situation de la France est si inquiétante, les inégalités sont si préoccupantes, le niveau du chômage est si élevé qu'on ne peut pas continuer à dire je parie comme on joue à la roulette. La vérité, c'est que ces 10 dernières années, on a déjà fait 200 milliards d'exonérations d'impôts et de cotisations sociales aux entreprises. Quels sont les résultats pour l'emploi, pour l'investissement productif? Zéro. Parce que l'argent sert aux rentiers. On dit, le ministre de l'économie dit, je fais confiance en quelque sorte à la raison. Mais il n'y a pas une question de raison ici. Ce n'est pas la totalité de la population des contribuables qui sont touchés. C'est une minorité de contribuables qui vont toucher un maximum de réduction d'impôts et donc de cadeaux, effectivement. Sur ce pari du gouvernement, Jean-Jérôme? Oui, c'est pas vraiment un pari, c'est une lecture économique, on est d'accord ou pas d'accord, qui d'abord s'appuie sur un constat, c'est que les entreprises en France manquent de capitaux pour se développer. L'exemple qu'on cite toujours, et qui est vrai d'ailleurs, c'est le manque d'entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI, qui sont légion en Allemagne, qui sont à la fois suffisamment grandes pour se développer en interne, sur le marché interne, mais capables aussi d'affronter le vent de l'exportation. Et on refait pas le monde. Aujourd'hui, on est dans la mondialisation. Le pari, effectivement, de ce gouvernement, c'est qu'une flat tax ou un impôt forfaitaire sur l'ensemble des capitaux en France permettra effectivement que les capitaux se redirigent vers l'investissement productif. Alors là où il y a un pari, là où vous avez raison, c'est que on a entendu Amélie de Montchalin, qui est la référente d'En Marche au sein de la Commission des Finances, expliquer elle-même que pour l'instant, aujourd'hui, par exemple, il n'y avait pas assez de produits bancaires qui pouvaient capter l'épargne pour se diriger vers les PME, etc. Donc effectivement, de toute façon, ça va être un mouvement très long, compliqué, mais j'ai juste envie de dire, moi je suis pas un économiste, je suis journaliste politique, mais j'ai entendu cette nuit cité par le vice-président de la Commission des Finances, un économiste réputé à gauche, qui s'appelle Thomas Piketty, et qui dit que lui, effectivement, une flat tax, ça ne permet pas une redistribution, mais que c'est adapté à l'économie aujourd'hui du pays.
Non, mais la vérité, quand on dit que les entreprises manquent de capitaux, vraisemblablement elles manquent de capitaux pour investir et faire du développement, notamment de la recherche-développement. Mais nous avons une particularité en France. Nous sommes dans le pays où les actionnaires touche le plus de dividendes. C'est le pays où on rémunère le mieux les actionnaires. Si une partie de cet argent-là était redirigée sur l'investissement, on en réglerait une partie. Deuxièmement, nous avons un problème assez lourd avec le système bancaire lui-même, puisque les entreprises, elles vont aujourd'hui emprunter sur le marché financier à des taux extrêmement élevés pour faire leurs investissements, alors que le système bancaire ne favorise pas l'investissement et donc un emprunt à un coût raisonnable, peu élevé, conforme d'ailleurs à ce qu'on connaît dans le marché de l'emprunt aujourd'hui, notamment ce que fait la Banque centrale européenne. Et donc, cette question de l'endettement des entreprises et leurs moyens d'emprunter via un système bancaire qui se met au service du développement économique, notamment du développement industriel et de la transition numérique, cette question-là, elle est très posée. Parce que nous sommes un pays où ce sont les rentiers qui dominent. Alors, je ne reprendrai pas vos termes, mais en tout cas, sur les deux constats que vous faites, ce qui est clair, je ne suis pas sûr que ce soit la France, je pense que les États-Unis sont bien placés aussi en matière de redistribution des bénéfices vers les actionnaires. Mais ce qui est vrai... Nous sommes les premiers. Bon, peut-être, mais en tout cas, on va vérifier tout ça. On est dans le trend mondial, ce qui est vrai. C'est qu'il y a eu une accélération depuis 20 ans. Je me rappelle que Serge Tchuruk, l'ancien président d'Alcatel, m'avait dit un jour, non, moi je veux pas passer aux résultats semestriels parce que je serais trop, effectivement, dans la main des actionnaires. Donc il faut se souvenir qu'en France, il y a 20 ou 30 ans, on était encore en résultat annuel, ce qui permettait aux entreprises d'avoir plus de visibilité et d'avoir moins des résultats directement pour les actionnaires. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Quant aux banques, ce qui est vrai, c'est que chacun fait le constat en France, et notamment les toutes petites PME, et notamment les artisans, que les banques ne prennent pas assez de risques dans le développement des entreprises. On va s'intéresser à l'aspect politique aussi de cette affaire. Sondage, c'est dans l'opinion, tiens, ce matin, IFOP. 70% des personnes interrogées se disent convaincus qu'Emmanuel Macron va transformer en profondeur le pays. Alors après, il faut rentrer dans le détail, parce que c'est peut-être là que c'est plus intéressant. Personnes résignées, 38%, c'est en hausse. Par contre, révoltées, 33% en baisse. Quand on fait 38 plus 33, on trouve quand même 71% d'état d'esprit négatif. Voilà pour les données. Est-ce que vous êtes surpris par ces chiffres? Alors peut-être, oui, comme c'est dans l'opinion, on va laisser Jérôme commenter ces Écoutez, chiffres. moi je suis pas tellement surpris. Pourquoi? Parce que on voit que Emmanuel Macron, après une chute de popularité au cours de l'été, a regagné des points, notamment à droite, mais pas que, et qu'il est clair, vous venez de le dire, il y a eu un quinquennat de droite, il y a eu un quinquennat de gauche, et aujourd'hui il y a Emmanuel Macron, et qu'il y a une partie des Français, clairement, qui se disent on a tout essayé, on essaye Emmanuel Macron, il y a une part de résignation, d'autant plus que ce n'est pas un président de la République, ni un exécutif, ni un groupe majoritaire à l'Assemblée, qui font véritablement de la politique. Le maître mot, c'est l'efficacité. Donc les Français, ils attendent un petit peu de voir comment vont retomber ces réformes. Donc c'est une adhésion molle, on attend de voir, donc résigné, pour reprendre votre terme. Moi, je ne crois pas qu'il y ait d'adhésion. Il y a eu une période où les gens étaient attentistes, mais aujourd'hui, ils commencent à voir que ce qui est en train de se développer devant eux, c'est une politique d'injustice. Le budget qui est en train d'être discuté le montre amplement, comme les décisions qui ont été prises toutes ces derniers mois, qui sont des décisions extrêmement négatives pour les gens et qui seront inefficace économiquement. Ça, malheureusement, c'est ce qui se passera. Moi, encore une fois, il faut juger sur pièce. Mais bien sûr qu'il faut juger sur pièce. Par exemple, et on jugera sur pièce. De la 3e journée d'action contre les ordonnances,
on voit bien que, elles n'ont pas réuni. Oui, d'accord, mais méfions-nous de tout ceci. C'est tout. Non, mais je dis juste ça. Bien sûr, mais méfions-nous de tout ceci. Il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Le fait qu'il y ait des gens qui ne veulent pas sacrifier une journée de travail pour la grève ou une manifestation ne dit pas que les gens sont satisfaits de ce qui est en train de se passer. Les gens ne peuvent pas être satisfaits de ce qui se passe, bien loin de là. On reparlera politique dans quelques instants, politique française. On va s'intéresser à la Catalogne parce qu'il y a du nouveau dans le dossier. Le gouvernement espagnol s'est entendu avec le Parti socialiste pour convoquer, ce sera au mois de janvier, des élections en Catalogne. Pour mémoire, le président du gouvernement doit réunir demain un conseil des ministres extraordinaire pour entamer le processus de suspension de l'autonomie. Alors question, peut-on parler de coup politique de Mariano Rajoy? On va retrouver Julien Beaumont à Barcelone. Ah oui, c'est même très malin de sa part parce que cet article 155, s'il est mis en application, aura bien sûr des conséquences sur la police, sur la justice, sur l'enseignement, sur la télévision ici en Catalogne, mais surtout, et c'est là que ça devient intéressant, sur la politique. Car Madrid va pouvoir suspendre le conseil régional ici de Catalogne et donc provoquer des élections anticipées. On parle déjà de cette date en janvier, preuve que Madrid a beaucoup avancé sur ce sujet-là. Et là où ça devient intéressant, c'est que tout simplement, ça permettrait de mettre en faiblesse Carles Puigdemont. Carles Puigdemont qui est l'interlocuteur privilégié de Madrid en ce moment et qui bénéficie en fin de compte d'une base assez hétéroclite qui va des conservateurs à l'ultra-gauche. Et bien avec ces élections anticipées, Madrid espère tout simplement fissurer ce bloc. Madrid espère aussi tout simplement appeler à voter des personnes qu'on appelle cette majorité silencieuse. Ces gens qui ne sont pas allés voter pour le référendum, ces gens qu'on ne voit pas dans les manifestations pour le oui, bref, une large partie de la population qui pourrait influencer, modifier ce processus d'autonomie en cours. Bien, les choses se précisent, au moins sur le calendrier, parce que sur le résultat, c'est l'inconnu. On sait que les Catalans sont extrêmement divisés, et Julien nous rappelait la complexité, notamment de la composante pro-indépendantiste, qui, d'après vous, a l'avantage à cette heure en Catalogne? Moi, j'ai juste envie de dire que ça me paraît une sortie, ça me paraît la seule sortie possible. Des élections démocratiques, anticipées. On ne peut pas avoir ce dialogue de sourds, presque au sens propre, entre l'exécutif central madrilène et l'exécutif catalan, qui pour l'instant, je dirais, ne change pas d'avis, ni l'un ni l'autre, sur un sujet aussi grave, aussi important que l'indépendance de la Catalogne, important pour nous tous aussi européens, et on voit que Mariano Rajoy a reçu le soutien d'Angela Merkel, timide, certes, le soutien d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron, mais en tout cas, comment ne pas demander l'avis aujourd'hui des Catalans? On sait que seulement 40% des Catalans sont allés voter le 1er octobre lors du référendum d'autodétermination, d'indépendance, mais on sait aussi, on a vu les conditions dans lesquelles s'exerçait ce référendum, donc il me semble que là, des législatives anticipées, ça permettra aux Catalans de répondre directement sur leur avenir. Les urnes, la meilleure solution ? Malheureusement, tous les deux jouent au chat et à la souris, se renvoient la balle. Il n'y a pas de dialogue fécond, en tout cas, et donc il y a beaucoup de risques, c'est-à-dire imposer des élections du pouvoir central, ça comporte aussi un certain nombre de risques. Donc, de part et d'autre, il faudrait faire le geste du dialogue, de la discussion, qu'on sorte de ça, parce que nous sommes face à deux poisons, à une sorte de séparatisme-nationalisme qui mène à l'aventure, et d'un autre côté la montée aussi d'une sorte de nationalisme en Espagne qui est assez inquiétant parce que c'est quelque chose qui se développe dans toute l'Union européenne. Oui, c'est vrai que ça brouille un peu les grilles de lecture, hein, les côtés identitaires, on ne sait plus vraiment l'analyser. Est-ce qu'il est auprès des Catalans, auprès du peuple espagnol dans son ensemble? Enfin, bon, c'est sûr que la Catalogne représentant 20% de la richesse espagnole, étant une région dynamique, une région historique, on peut comprendre qu'effectivement ça réveille une partie, mais là je ne mettrai pas nécessairement un côté négatif, ça réveille une partie du nationalisme espagnol. Là où on peut mettre évidemment un adjectif espagnol, c'est là où un adjectif négatif par rapport à ce nationalisme, c'est qu'on connaît l'histoire de l'Espagne. Je veux dire, Franco n'est pas si loin, donc ça réveille aussi les vieux démons. Mais en même temps, on est face à un pays qui peut ou va
ou pourrait s'amputer véritablement de son bras droit. Donc forcément, ça réveille des fibres patriotiques. Oui, mais il avait peut-être le pouvoir central, il avait tout intérêt à créer les conditions d'un vrai référendum. S'il avait créé les conditions d'un vrai référendum avec une organisation véritable, avec des garanties, avec un débat, peut-être qu'on n'en serait pas tout à fait là aujourd'hui. Il y a une charte constitutionnelle qui montre que l'Espagne est une et indivisible, et quelle que soit, la surdité de Mariano Rajoy, que certains observateurs mettent en avant, c'était difficile. Ça n'a pas été que de la surdité, emmener les policiers contre des gens qui mettent des bulletins dans des boîtes. C'était difficile d'aller plus loin en termes d'autonomie de la Catalogne qu'aujourd'hui. On peut encore la renforcer. Ils peuvent discuter. Il y a des forces qui discutent du renforcement, qui discutent de la projection dans une véritable République espagnole. Ça existe. Alors la Catalogne, c'est pour l'instant en Espagne, on verra la suite. L'Espagne, c'est en Europe. Justement, l'Europe, vous êtes député européen, eurodéputé Patrick Le Yarrick, et vous avez lancé une pétition qui s'appelle, on va la voir, Rendez l'argent aux Grecs. On sait que la BCE, la Banque Centrale Européenne, a gagné de l'argent sur les prêts octroyés à la Grèce, 8 milliards d'euros en gros. On a envie de vous dire, quand on emprunte, on rembourse. Mais donc on rembourse à la BCE. Qu'est-ce qui vous gêne ? C'est ce qu'ils font. Mais seulement, là, on ne rembourse pas que le capital. Il avait été convenu que l'argent que prenait la Banque Centrale Européenne, comme le Fonds monétaire international, la dette, l'intérêt résultant de cette dette serait restitué aux Grecs. Quand Alexis Tsipras a gagné les élections en Grèce sur la base d'un programme, du programme qu'il avait proposé, M. Schäuble a convaincu l'ensemble des pays européens de ne pas rembourser aux Grecs, de ne pas restituer aux Grecs l'intérêt qui était fait sur cette dette. Ça s'élève à 8 milliards pour la Banque Centrale Européenne et 2,5 milliards pour le Fonds monétaire international. C'est cela qui est injuste. Et ce sera réparti dans les banques de chacun des pays de l'Union européenne. Au lieu d'être restituée aux Grecs, cette somme-là représente les 2/3 des dépenses de santé de la Grèce aujourd'hui. Vous signez la pétition ? Non, mais moi je suis journaliste, je ne signe pas de pétition, mais ça part d'un bon mouvement, on va dire, mais je pense pas que ça se joue là. Je pense pas que c'est rendez l'argent. Je pense que c'est surtout l'avenir de la Grèce, et j'entends l'avenir économique pour chacun de ses habitants, et j'entends l'avenir politique de la Grèce qui est aussi important pour nous également, Européens, même vraiment essentiel. Ça passe par une restructuration de la dette, autrement dit, plus simplement, par une partie de l'effacement de la dette. Ce qui est vrai, et ça j'en conviens avec vous, c'est que les Grecs ont fait beaucoup d'efforts, ils ont fait des erreurs au début, qu'on a voulu leur faire payer au niveau européen, c'est très clair, il y avait une volonté... On leur fait payer tous les jours. Il y avait une volonté de punir les Grecs ont fait beaucoup d'efforts économiques, des efforts politiques, on a vu l'évolution incroyable de Tsipras. Donc aujourd'hui, il faudrait effectivement permettre à la Grèce de sortir durablement la tête de l'eau. Et pour ça, ça veut dire effacer une partie de la dette grecque. Et je pense qu'on peut s'y diriger. Moi, je milite pour ça depuis très très longtemps, pour l'effacement de tout ou partie de la Grèce, pour créer les conditions que la Banque centrale ou une autre institution mette au congélateur l'essentiel de la dette de la Grèce, de telle sorte qu'elle puisse se refaire, mais ce n'est pas en ne lui restituant pas son dû qu'on va réaménager la dette, bien loin de là, on est en train de l'aggraver. Bon, pour terminer, il nous reste une petite minute, je voudrais vous faire réagir. Je connais un peu vos réponses d'avance sur ce sondage. C'est un sondage Tilder pour LCI, et ça concerne, c'est un sujet d'actualité, la réforme de l'assurance chômage. Question posée, êtes-vous favorable à la réduction de la période d'indemnisation des chômeurs, ceux qui sont indemnisés évidemment? 53% se disent favorables à la réduction de la période d'indemnisation. Rapidement, est-ce que vous êtes étonné par le résultat de ce sondage? On peut comprendre un peu, ça dépend de la manière dont est posée la question, mais moi je suis farouchement contre la baisse du niveau des allocations et pour la réduction du temps d'indemnisation, parce que les chômeurs n'ont pas choisi d'être chômeurs.
D'abord, 53%, c'est pas non plus un raz-de-marée. D'autre part, la longueur de l'indemnisation, ça n'est qu'une des variables. C'est 2 ans maximum et 3 ans pour les plus de 55 ans, voilà, en mémoire. Voilà. Et ça avait été avant pour les plus de 50 ans, c'est maintenant pour les plus de 55 ans. Je dis ça parce que ça n'est qu'une des variables des allocations qui sont pour les chômeurs. Et là, on rentre directement dans la réforme de l'UNEDIC, réforme de la formation. Donc tout ça, ça va, faut-il réduire ou pas la durée? On ne peut pas isoler cette question des autres questions. Notamment celle du plein emploi. Ça va de pair, si on peut En dire. particulier. Merci beaucoup d'être venu commenter l'actualité en cette veille de week-end. À bientôt sur le plateau de LCI Midi. À suivre la météo avec Véronique Touillet. Bonjour.